faire de l'action et à intégrer l'action, donc sortir des bibliothèques, etc. Et surtout à être aussi compétitif dans le champ scientifique. Parce qu'on peut se dire, et je crois que c'est une stratégie qui est payante, dans la compétition qu'on voulait être internationale, c'est-à-dire être des chercheurs marocains qui puissent être compétitifs au niveau international. La seule façon de s'en sortir, c'est d'être producteur de ses propres données. Et on ne peut pas être producteur de données de type sociologique parce que là, il faut des moyens et des appareils institutionnels pour produire des données. Alors que l'anthropologie, s'apprête à une trajectoire qui est plus individuelle, de petits groupes qui vont et donc qui permet même plus littéraire. Oui, où il y a aussi une possibilité de mettre en place une performance littéraire, descriptive, etc. Et je pense que c'était ça qui, avec aussi une idée qui est très importante, c'est que avec une prise de conscience que pour expliquer le Maroc, comme d'ailleurs toute société, il est nécessaire d'acquérir la profondeur historique de ce pays. Et cette profondeur historique, j'allais dire, la sensibilité anthropologique ou d'anthropologie historique le permettait aussi. Dernière chose, et je pense que c'est important, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que le Maroc était l'un des pays les plus utilisés ou les plus visités par des anthropologues de renom. Donc là aussi, il y a ça. Donc au moment où on étudiait, il y avait quand même sur le Maroc, il y avait des gens comme Geertz, le plus grand anthropologue du XXe siècle. Il y avait quelqu'un qui était avant lui comme Gellner, il y avait Rabinov, il y avait Crapanzano, il y avait Dwyer, il y avait toute une série de personnes qui étaient des éminents anthropologues, disons, de niveau mondial et qui avaient choisi le Maroc comme terrain. C'est ça. D'accord. Oui. Bon, on va laisser le biographique parce que c'est très difficile de parler du biographique, des cascades qui ont amené soit Tosi, soit moi à l'anthropologie. Mais je dirais que d'abord, la première des choses, c'est que dans les années 80, il y avait une valorisation du terrain et des études de terrain. On était encore jeunes. Et donc, faire du terrain était quelque chose qui n'était bien sûr pas facile, qui n'était pas à la portée de tout le monde, et que ça permettait un peu de sortir des interprétations un peu générales du droit, etc. Donc ça, c'est la première des choses. Et Paul Pascon a joué un grand rôle là-dessus. Donc depuis 1959, c'est quelqu'un qui a porté le terrain depuis 1959 jusqu'à fin des années 80, où on l'a connu, et puis il a continué jusqu'à 85. Nous, on l'a connu pendant 6 ans, à peu près pendant 6 ans. De 79 à 85. Donc pendant ces 6 ans-là... Dans quel cadre institutionnel? Dans un cadre institutionnel. Donc il était venu d'abord pour des soutenances à la fac. Donc je pense que la première soutenance, c'était la soutenance de Mohamed Tosi. Donc un sociologue qui vient à la faculté de droit, donc c'était d'abord un événement. Et puis on l'a accompagné dans plusieurs enquêtes sur le Tazarwalt. Mohamed Tosi, ils ont publié ensemble l'un des, je pense, l'un des premiers articles, l'une des premières études sur l'anthropologie du rituel et du moussam. C'est ça. Et donc, il y avait deux, mais comme vous le savez, un marché est un marché. L'offre est là, d'accord, mais il faudrait qu'il y ait une demande qui satisfasse cette offre. Et donc, nous, c'est une alchimie, c'est une conjoncture comme ça qui fait qu'à une offre donnée, Paul Pascon, qui voulait qu'il y ait des chercheurs de terrain, je ne sais pas pourquoi, il ne pouvait pas les trouver à l'Institut agronomique parce que c'était des ingénieurs agronomes, donc il les a trouvés beaucoup plus à la faculté de droit. On peut dire d'une certaine façon que c'est un choix qui a été judicieux et qui a été payant, puisque aujourd'hui, si Mohamed Tosi est sollicité très souvent par les médias, vous êtes sollicité aussi pour rédiger des rapports, le rapport sur le développement humain, donc c'est une discipline qui est prise au sérieux. Vous avez mené une enquête sur les valeurs, donc l'anthropologie est considérée comme une discipline rigoureuse, une discipline qui permet d'obtenir des résultats et de donner une vision assez exacte de la réalité. Hein? Oui. Non? Oui, non, je pense que non. Je pense que les choses ont changé depuis quelques années, au moment où les pouvoirs publics et même les pouvoirs institutionnels, qui sont les pouvoirs de l'université ou les pouvoirs politiques tout court, sont en train de prendre conscience
que le réel peut être intelligible par un type de recherche. Et je pense que c'est quelque chose qui vient conforter un peu la demande. Et donc, du coup, les choses qui étaient, j'allais dire, faites dans les années 80, soit dans la clandestinité, soit d'une façon un peu par des voies buissonnières, actuellement le sont d'une façon beaucoup plus, pas officielle, mais disons, beaucoup plus directe. Bon, la création du centre de recherche en sciences sociales en est une illustration. D'autres centres existent, soit à Mohammedia, soit à Rabat. Les sciences sociales, quand je dis les sciences sociales, pas uniquement l'anthropologie, mais la sociologie, la science politique sont sollicitées par les médias, mais ils sont aussi sollicités par les pouvoirs politiques pour répondre parfois à des questions d'ordre opérationnel ou parfois tout simplement à des besoins, j'allais dire, de compréhension de la complexité du réel. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est assez, disons, positive. C'est un moyen d'accès à la complexité sociale. Oui, entre 1973 ou 1972, où on a fermé l'Institut des sciences de sociologie de Rabat, et maintenant, bon, il y a beaucoup de choses ont changé. Il y a un changement des deux côtés. Des deux côtés, parce que les sciences sociales également, dans les années 70, c'était un outil militant. C'est ça. C'était même chez Pascan, la sociologie était un outil de transformation du monde et de la société rurale. Donc il a toujours pensé, jusqu'à peut-être la fin de sa vie. Oui, comme l'a été la philosophie à une époque. Oui, comme l'a été là. Donc la sociologie était là pour transformer le monde. Bon, bien sûr, il y a mille manières de transformer le monde. L'anthropologie est également un moyen pour transformer le monde, mais pas dans la confrontation. Et donc, l'anthropologie, par des études qui sont très minutieuses, par des études qui sont patientes, peut démontrer, par exemple, et d'où l'intérêt de l'enquête sur les valeurs, parce que l'enquête sur les valeurs n'est pas une étude anthropologique. C'est une étude qui est inspirée par nos expériences anthropologiques. Oui, donc, toutes les questions qui sont dans l'enquête sur les valeurs sont inspirées par notre expérience et par l'expérience d'autres. On y reviendra d'ailleurs, c'est intéressant. Oui. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, faire une enquête nationale sur les valeurs au Maroc est un grand pas. Que ce soit fait par le pouvoir politique est un grand pas. Ça a été fait dans les règles de l'art, ça a été fait dans l'autonomie des chercheurs, et donc ça a été fait comme si ça a été fait par une équipe de recherche. Alors quelles sont les conclusions les plus saillantes de votre rapport? Il y en a beaucoup, ça mérite les plus saillantes. Bon, je pense l'une des plus saillantes, la conclusion, c'est de se dire il y a beaucoup de clichés sur la société marocaine, il y a beaucoup de clichés sur la société traditionnelle, beaucoup de clichés sur les valeurs, et que ces clichés-là ne correspondent plus au fonctionnement de la société. Et qu'il y a un grand décalage entre dire, par exemple, les Marocains sont solidaires, d'accord, et constater effectivement... Et constater comment ça devient de plus en plus difficile de réaliser les valeurs de la solidarité. Et ça, c'est des études anthropologiques sur le terrain qui essaie d'étudier comment une tradition disparaît en 2 décennies, ou 3 décennies, comment une société mute. Comment une société mute. Il y a d'autres constats de ce type qui contredisent le préjugé, qui contredisent les idées reçues? Par exemple, les idées reçues, je ne sais pas, je ne me rappelle plus des chiffres, mais il y a quelque chose comme 60% des Marocains, des Marocaines, qui souhaitent ne pas vivre avec leurs parents. Oui, ça aussi... Ça, on ne pouvait pas le deviner. Ça sort le coup. Voilà. Et donc, la valorisation de la famille nucléaire, la valorisation, je ne parle pas de est-ce qu'il vit en famille ou pas, la valorisation de la famille nucléaire est quelque chose qui... En perte de vitesse. En tout cas, qui nous interpelle. D'accord. Vous avez participé aussi à cette enquête, vous l'avez conduite ensemble. Oui, c'est ça. Et alors, je pense que c'était d'abord une première enquête, il y en a eu d'autres, et je pense que ça a ouvert la porte à une possibilité d'interroger les évolutions de la société marocaine, et surtout de casser un certain nombre de stéréotypes sur cette société. Si on veut une conclusion, la grande conclusion, c'est l'extrême normalité de cette société. Ce qui évolue, j'allais dire, dans une trajectoire, une tendance lourde, qui est la même qu'ont connu d'autres sociétés.
Ça, c'est quelque chose que... Bon, ça peut paraître banal, mais c'est quelque chose qui était très important. Bon, il y a... par C'est-à-dire qu'en fait, quoi, que la modernité rend les Marocains pragmatiques, quoi, c'est ça? Par exemple, on peut... Que, par exemple, par rapport à certaines questions relatives au travail, relatives aux loisirs, relatives disons, à ce que c'est que le rapport à l'autre, le rapport à l'autorité. Par exemple, une des conclusions, c'est qu'on était très étonnés que le mode de relation entre parents et enfants qui est le plus valorisé au Maroc, c'est le mode de négociation. Pas l'autre mode autoritaire, que les gens préfèrent. En même temps que, par exemple, sur l'accès de la femme à la politique, disons que les Marocains ne sont pas défavorables à ce que la femme participe davantage à la politique, qu'elle participe davantage, qu'il y a une tendance vers cette idée d'égalité entre l'homme et la femme, mais en même temps, cette demande, elle est assez sélective. C'est-à-dire que les gens, comme dans d'autres sociétés... Alors, quelles sont les vertus? En fait, le terme de valeur est un terme assez récent dans le vocabulaire français. Autrefois, on parlait de vertu. Dans la tradition, on ne parlait pas de valeur, on parlait de vertu. Quelles sont les vertus ou les valeurs qui sont prisées par les Marocains? Une qui est très importante, qui est le maqoul. Qui a une valeur assez... Le maqoul, qui est une valeur très forte, composite, qui est profane et n'est pas religieuse, qui n'est pas liée à la religion, et n'est pas liée à l'âge. C'est quelque chose qui est une sorte de droiture, de rigueur, à la fois morale, mais qui renvoie au respect aussi de la norme, de la loi, de la parole donnée. Donc c'est quelque chose, en même temps, quelque chose qu'on croyait... Qui est très dévalorisé, ou en même temps, il n'est plus opérationnel dans les rapports sociaux actuels. C'est par exemple Nia. Nia, mais actuellement, les gens... Donc c'est ressorti dans votre enquête? Bien sûr. La Nia, par exemple, les gens, c'est plutôt de la naïveté. Nia, c'est plutôt de la bonne intention. Oui, mais Nia, dire quelqu'un qui est Nia, c'est quelqu'un qui est pour... Naïf, crédule. Donc c'est des... donc il y a, comme tu l'as dit, il y a une forme de pragmatisme dans lequel, qui amène les gens à évaluer les situations. Il n'y a pas de caractéristiques propres aux Marocains, et ça on le savait un peu avant, mais il y a des comportements qui renvoient à des situations où les gens négocient avec des référentiels qui soient religieux, qui soient culturels, pour s'en sortir. Donc en fait, je voudrais ajouter une chose. Quand on parle des valeurs d'un pays, c'est déjà une généralisation qu'il faudrait un peu préciser. Il n'y a pas un système de valeurs cohérent. Quand on parle des Marocains, ça veut dire que pour une culture marocaine qui reste difficile à définir, il y a également des tensions entre les valeurs. Et qu'on ne peut pas dire que les Marocains valorisent l'obéissance en général, ni la négociation en général. Et qu'il faudra chercher également les situations dans lesquelles ils valorisent l'obéissance et les situations où ils valorisent la négociation. Pour les rapports enfant-père, c'est la négociation, c'est le dialogue. Mais pour le rapport époux-épouse, c'est l'obéissance. Et donc, l'anthropologie aide un peu à nuancer, à ne pas tomber dans les clichés que les Marocains valorisent telle ou telle valeur. Et donc, à chaque fois, et ça, les études anthropologiques le montrent, de voir que les gens également réagissent à des situations, réagissent à des relations sociales, que peut-être à l'université c'est le dialogue, mais à la maison c'est autre chose, c'est l'obéissance, etc. Et donc, il est très difficile de dégager des valeurs comme ça centrales sur lesquelles les Marocains sont d'accord. Et que peut-être... Et ça, l'une des évolutions de l'anthropologie, c'est l'insistance non pas sur le système, sur la cohérence, sur la totalité de la culture, mais sur les tensions et sur les conflits au sein d'une culture, parce que les cultures sont complexes, ils sont maintenant urbaines, il y a beaucoup de modèles culturels, les gens s'inspirent de modèles à la fois traditionnels, à la fois urbains, à la fois... bricolage. Il y a beaucoup de bricolage, et donc les gens adaptent telle ou telle valeur à telle ou telle situation. Donc il est très difficile de dire, voilà les valeurs centrales des Marocains. D'où l'intérêt de ces enquêtes, pour un peu nuancer, pour ne pas sortir... ils ne sont ni hospitaliers ni pas hospitaliers, donc il y a des situations où ils le sont, des situations où ils ne le sont pas, etc. Donc en fait l'anthropologie, ça sert aussi à prendre la mesure de ce qui sépare le mythe de la réalité
et les illusions que l'on se fait sur soi-même par rapport. Sauf que l'anthropologue les prend en charge également. C'est ça. C'est intéressant. C'est les deux. C'est les deux. On prend les deux.